Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté et bienvenue dans ce nouveau contre-enquête. Dans ce contre-enquête, nous aborderons le mystérieux incendie du data center d'OVH, mais aussi les dangers plus globaux qui pèsent sur notre souveraineté numérique, thème ô combien crucial pour notre vie privée et notre indépendance en tant que nation. Afin de traiter ces questions essentielles, nous avons pu interroger deux experts. D'abord, un diplômé de l'école de guerre économique et entrepreneur, Thomas Guillaume. Mais aussi un député MODEM s'intéressant aux questions de la souveraineté numérique, Philippe Latombe. Mais si vous le voulez bien, retraçons d'abord les faits. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie majeur se déroule au data center OVH de Strasbourg, la veille de l'introduction en bourse de l'entreprise française de la tech. Comme c'est bizarre, diraient certains. Le matin, plus de 3 millions de sites internet sont inaccessibles. Hôpitaux, institutions publiques, sociétés privées, médias, la paralysie est massive. Des milliers de clients s'interrogent alors, vont-ils retrouver l'intégralité de leurs données ? Les pertes, pour certains, sont définitives. D'autres, heureusement mieux préparés, disposent de sauvegardes externes. Mais alors, que s'est-il passé ? Était-ce un simple accident technique, une négligence humaine ou un révélateur d'enjeux plus larges d'intelligence économique ? Alors, qui a mis le feu à notre souveraineté ? Thomas Guillaume, bonjour, bienvenue sur TV Liberté. Merci d'avoir accepté cette invitation dans ce contre-enquête pour parler de l'incendie d'OVH. Alors, comment est-ce possible qu'un site aussi stratégique que le data center d'OVH ait failli si facilement ? Est-ce que la version officielle, elle est vraiment crédible finalement ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, pour recontextualiser un petit peu, c'est pas juste un bâtiment technique comme on pourrait l'imaginer. Un data center, c'est vraiment une infrastructure critique, au même titre qu'une centrale énergétique, au même titre que, un nœud de télécommunication ou un port. On est vraiment sur ce même degré d'importance. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on sait que ce type de bâtiment est soumis à beaucoup de normes. Il devrait y avoir des alertes qui permettent d'éviter ce genre d'incident. La temporalité est très bizarre aussi. Oui, c'était la veille de l'introduction en bourse. Exactement. Bon, sans aller plus loin dans les spéculations, avant d'élargir le sujet quant à la souveraineté en général, est-ce qu'on peut d'abord redéfinir un peu les notions pour nos téléspectateurs, parce que c'est pas forcément facile. Qu'est-ce que la souveraineté numérique et qu'est-ce que la souveraineté en général, finalement ? Alors, la souveraineté, c'est assez simple. La définition est très simple. C'est le fait qu'un État, une nation, puisse décider seul. Décider seul de sa monnaie, décider seul de son droit, de sa défense, de tout ce qui importe, en fait, une nation, son système de santé, tout ce qu'on veut. La souveraineté, c'est le fait de se dire qu'on a une autonomie et une indépendance stratégique vis-à-vis des autres concurrents de la nation, donc d'autres pays où aujourd'hui, par exemple, on peut le voir avec d'autres entreprises, des acteurs privés qui peuvent venir un peu challenger un État. Aujourd'hui, la souveraineté numérique, c'est globalement la même chose, mais on a changé d'époque, on a changé de champ de bataille. Aujourd'hui, la souveraineté se décline aussi sur l'aspect numérique. Donc globalement, c'est 3 questions. Qui contrôle les données ? Qui contrôle les infrastructures ? Et quel droit s'applique ? Une fois qu'on a défini ces 3 questions-là et qu'on a les 3 réponses, on sait si une infrastructure est plus ou moins souveraine. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs d'État comme l'ANSSI qui viennent réguler et donner des labels, bien qu'il y ait des polémiques auprès de certains spécialistes vis-à-vis de ces labels-là. Ça permet au moins de débroussailler un peu l'horizon. On va aborder des termes assez techniques dans cette émission. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, par exemple, on parle de data center, de cloud. Est-ce qu'on peut un peu expliciter ces notions ? Alors oui, tout à fait. Alors il y a déjà une image mentale, une image d'Épinal qu'il faut tout de suite se supprimer de la tête. Quand on parle de cloud, on imagine le nuage de Microsoft. Pas du tout. Un cloud, c'est quoi ? C'est une usine de données avec des entrepôts de serveurs alimentés parfois par une centrale nucléaire dédiée au data center, on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Oui, il y a des personnes qui achètent leur propre centrale nucléaire. Exactement, et c'est des choses que, pour des usines plus classiques, on a rarement vues. Donc là, il faut vraiment prendre conscience que c'est
une économie, l'économie du numérique, qui est très physique au final, très matérielle et très industrielle. C'est relié à de l'eau, relié à des câbles. Il y a des câbles qui traversent les océans juste pour relier en données. C'est un peu plus comparable au secteur pétrolier ou au secteur gazier, où on vient relier des pays avec des pipelines, qu'à un secteur de services dématérialisés, etc. Alors, vous êtes diplômé de l'école de guerre économique, et on parle d'intelligence économique dans cette école. C'est quoi l'intelligence économique ? Alors, l'intelligence économique, on fait parfois un peu le quiproquo entre l'intelligence à la française et l'intelligence à l'anglaise. Il faut le voir sous le spectre anglais, c'est-à-dire pas le quotient intellectuel. Oui, l'intelligence. Oui. Exactement, il faut le voir sous le côté renseignement. Donc, globalement, c'est la maîtrise de l'information pour nous aider à prendre des décisions. Ça va être la collecte et l'analyse de cette information. La protection de notre propre information pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour qu'il n'y ait pas d'espionnage, etc. Et ça va être l'influence de l'environnement, de notre environnement, grâce à cette information-là. On peut prendre par exemple les cas d'usage en affaires publiques, par exemple. Alors pourquoi, selon vous, cette question de la souveraineté, vous avez quand même dédié une bonne partie de votre vie professionnelle à ces questions, elle est importante. Quel est l'état des lieux de notre souveraineté finalement aujourd'hui ? On a des exemples un peu aberrants qu'on entend parfois dans les médias. Mais en fait, on a changé de terrain de conflictualité. Aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport de force armée comme on a pu le voir pendant le siècle précédent. Encore, vous me direz, en Ukraine, etc. Mais en ce qui nous concerne, nous, on est plutôt dans des dialogues méliens et un rapport de force, un retour au rapport de force, mais plutôt d'ordre économique. Ce nouveau contre-enquête concernant l'incendie d'OVH montre à quel point nos infrastructures numériques peuvent être vulnérables. Alors, qu'en est-il 4 ans plus tard, 5 ans plus tard ? La France a-t-elle tiré les leçons de cet événement ? Nous avons posé la question à Philippe Latombe, député MoDem de la Vendée. Oui, je pense que la France a tiré les leçons de ce qui s'est passé. La plupart maintenant des data centers qui sont construits avec des normes de protection incendie qui sont très importantes. Il n'y a qu'à voir le dernier data center qui a été inauguré à côté de Paris, qui est une vraie usine, une vraie forteresse. Ce sont des data centers qui sont protégés contre le feu, ce sont des data centers qui sont protégés contre les intrusions. On a à l'intérieur en plus des salles particulières qui sont elles-mêmes soumises à des restrictions de circulation et d'accès des personnels. Donc on a vraiment compris que c'était des entités, des endroits qui étaient absolument à protéger. C'est très certainement aussi les conséquences de l'arrivée de l'intelligence artificielle en large modèle de langage, qui montre que nous avons besoin des données pour pouvoir faire ces modèles, et donc le stockage des données est absolument nécessaire. Et puis, c'est une zone de calcul, donc forcément, une zone de calcul, il y a des processeurs, ça chauffe, et dès qu'il fait trop chaud, il y a des risques d'incendie. D'où des questions de circulation d'eau froide, mais aussi de gaz pour pouvoir éteindre les incendies beaucoup plus rapidement. C'est la différence entre l'hébergement, et je pense que c'est ça aussi qui se passe, c'est que chez OVH, à Strasbourg, c'était de l'hébergement majoritairement. Maintenant, les data centers font du calcul et donc forcément consomment beaucoup d'électricité, produisent de la chaleur et doivent être protégés. Il me semble qu'il y avait des structures en bois aussi pour le cas Oui, d'OVH. c'était des vieux systèmes avec plutôt de la partie hébergement que de la partie calcul. Maintenant, dans un data center, il y a des racks de disques durs, mais il y a aussi beaucoup de puces pour faire du calcul et du calcul de haute intensité. Et donc, forcément, c'est très chaud. Donc, ça a été intégré. Le député Latombe a justement travaillé sur le rapport de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Alors, quelles mesures prioritaires recommandent les politiques ? Est-ce que l'instauration, par exemple, d'un label infrastructure souveraine garantirait la protection des données aux citoyens ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de label supplémentaire. On a d'abord une norme qui est la norme française délivrée par l'ANSSI sur la partie cloud, qui est SecNum Cloud.
Il y a des questions aujourd'hui de protection des données, non pas dans le cloud, mais sur des serveurs qui appartiennent aux entités, le fameux on-prem, qui revient à la mode. Après le tout cloud, on revient quand même à une partie d'hébergement propre sur des data centers ou sur des serveurs à l'intérieur des entreprises. Les deux mesures principales, à mon avis, pour développer la souveraineté numérique européenne, française et européenne, c'est plutôt un Small Business Act, c'est-à-dire que la commande publique soit déversée plutôt vers les PME ETI en termes numériques et que ce ne soit pas directement vers les ESN, qui ont tendance du coup à capter toute la valeur ajoutée. Et puis un Buy European Act, c'est-à-dire que la commande publique doit être délivrée vers les écosystèmes européens prioritairement et qu'on ne recourt à des écosystèmes étrangers que quand vraiment on n'a pas d'autre alternative. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors, en tout cas, à l'Assemblée en France, c'est le cas. Je pense que c'est aussi parce que la France a toujours eu cette position-là depuis le général de Gaulle d'une forme d'autonomie stratégique de défense et que le numérique a suivi le pas. Ça commence à voir le jour dans les pays voisins. Je pense notamment aux Pays-Bas et aux Allemands qui commencent à avoir ces réflexes. C'est toujours un peu compliqué parce que pour travailler avec ces pays-là, il faut d'abord se mettre d'accord et ça prend du temps, mais une fois qu'on est d'accord, ça avance assez vite. On le voit dans les exemples cités par Philippe Latombe, l'un des enjeux majeurs pour notre souveraineté est l'extraterritorialité du droit, notamment américain. Par exemple, la simple utilisation du dollar dans les échanges ou l'emploi d'un logiciel comme Microsoft permet à la justice états-unienne de traîner devant les tribunaux de l'oncle Sam un ressortissant français. L'extraterritorialité, elle n'est pas simplement qu'américaine, elle est aussi chinoise. Par exemple, sur les métaux rares, on a vu lors de la crise des métaux rares depuis un mois et demi, mettait des limites à l'export des métaux rares. Et donc, il y a une extraterritorialité du droit chinois sur les métaux rares. Et donc, ce n'est pas que américain. Il faut se rendre compte que l'Europe est une zone très ouverte, contrairement aux États-Unis ou à la Chine, qui sont très protectionnistes finalement. Alors, la souveraineté française, notamment d'un point de vue numérique, elle est très paradoxale. Il faut savoir que 80% de nos dépenses en B2B... c'est quoi B2B? B2B, c'est du professionnel au professionnel. Donc c'est lors d'une vente, c'est ça aux entreprises, quoi. Exactement. Vous êtes une entreprise, du B2B, c'est vous achetez une solution, un logiciel, etc., à une autre entreprise. Dans 80% des cas, en Europe, quand vous achetez une solution, un logiciel, ce que vous voulez, c'est à dessein d'une entreprise américaine. Et donc, ça pose un problème fondamental. Est-ce que nous, on est complètement absent de l'échiquier? Est-ce qu'il n'y a aucune solution française pour qu'on représente, in fine, que 20%, enfin que le reste du monde représente que 20% de cette valeur de marché? Et bien en fait, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, typiquement, on est un bon élément en Europe. On a des très bons ingénieurs, on a des très bons développeurs, on a des très bonnes infrastructures. Il y a parfois même des subventions publiques qui tombent sur les secteurs du numérique. La réalité, c'est que on finance beaucoup, pas forcément des solutions souveraines. Prenons l'exemple de la commande publique, qui ont pour logiciel un CRM. Donc un CRM, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour gérer la clientèle. Pour gérer la clientèle, les ventes, etc. Exactement. Et en fait, leur logiciel, c'est Microsoft Dynamics. Là où ça pose une question, c'est-à-dire que l'État américain, s'il le souhaite, peut avoir accès à tous les appels d'offres que poste la commande publique, savoir qui est où dans tel contrat. Et ça... Donc ça, vous dites l'État américain, ça veut dire que une entreprise comme Microsoft, parce qu'elle est américaine, l'État américain peut aller mettre son nez dedans et avoir des informations privées. Exactement, en fait, il y a tout un appareil législatif, comme je vous le disais tout à l'heure avec, par exemple, le Cloud Act, qui permet à l'État américain et à son service de renseignement d'avoir un droit d'ingérence, entre guillemets, et un droit de regard, surtout, dans les comptes et dans les activités des entreprises américaines. On peut le comprendre sur certains aspects. Cependant, quand c'est des entreprises qui opèrent à l'étranger, c'est notamment pour lutter contre la corruption,
on peut se dire, bon, bah voilà, on a quand même une situation privilégiée avec les États-Unis. Ils pourraient nous faire une faveur, mais en fait, pas du tout. Bien au contraire, on a pu le voir aujourd'hui avec, vous savez, vous souvenez des sous-marins australiens qui avaient été... Une affaire diplomatique assez chaude. Exactement. Donc on a cet exemple-là. On a l'exemple de la police qui aujourd'hui travaille avec Windows, Microsoft, etc. L'État et un certain nombre d'opérateurs essayent vraiment de donner une bonne volonté, de mettre de bonnes dynamiques. Par exemple, on a la gendarmerie qui utilise Ubuntu, qui est un logiciel open source, et l'État a lui-même dédié une liste de logiciels open source pour aider les entreprises et les différents acteurs français à ne plus être dépendants de l'État américain. Cependant, c'est évidemment pas aussi performant. Aujourd'hui, vous voulez faire de la création, vous allez utiliser la suite Adobe. Vous voulez faire du traitement de texte, vous allez en général utiliser Word. Et le plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a certains députés, membres politiques ou diplomatiques qui refusent d'abandonner leur pratique entre guillemets civile, c'est-à-dire ils refusent d'abandonner WhatsApp. Il y a un certain nombre d'articles de journaux qui sont là-dessus. Et en fait, ils refusent, même pour leurs conversations confidentielles, etc., de lâcher, entre guillemets, des outils plus classiques. Oui, c'est un problème. Alors en fait, on a esquissé un peu le sujet d'actualité aussi. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas souverains aujourd'hui ? Par exemple, moi j'ai lu un article avant de préparer cette émission, c'était sur la DGSI qui a re-signé un contrat avec Palantir pour son renseignement, et la gendarmerie aussi l'utilise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, bon, j'ai pas le détail des contrats, je sais pas exactement en quoi consiste ce contrat-là. Quelles sont les informations qui sont transmises à Palantir ? Quelles sont les informations ? Est-ce que ces informations-là sont cloisonnées sur un serveur propre à la DGSI, etc. Je ne sais pas, pour être tout à fait honnête. Alors c'est quoi Palantir, si on retrace un petit peu ? Alors Palantir, c'est un logiciel de renseignement qui va vous permettre de monitorer, piloter des décisions et aussi tout un système de surveillance instantanée. On va prendre l'exemple, par exemple, de la DGSI qui veut traquer un terroriste. Ils vont mettre l'image du terroriste, ils vont pouvoir le localiser les caméras de surveillance sur lesquelles il a été affiché, et de fait de tracer un itinéraire avec un système de prédiction, etc. C'est un logiciel qui est extrêmement performant. Et c'est là où il faut sortir aussi un peu de la démagogie parfois qu'on a autour de la souveraineté. C'est que typiquement la DGSI a fait ce choix-là parce que probablement qu'il n'y avait pas de solution française qui avait ce degré, cette exigence d'excellence, entre guillemets, qu'a Palantir, parce que ça fait des années qu'ils performent avec la plupart des unités armées ou de renseignement du monde entier. Par exemple, très utilisé en Ukraine, donc avec un gros retour d'expérience. Il y a beaucoup de données sur lesquelles ils se sont entraînés. C'est pas forcément une mauvaise volonté de la part des services. Par exemple, pour le cas de Palantir, c'est parce qu'il n'y a pas de solution française, en gros. Alors, il y a des solutions françaises. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément au niveau, c'est-à-dire au degré de perfectionnement qu'est Palantir. On a des très bonnes solutions françaises qui n'ont évidemment pas le poids du contribuable américain en aide, et surtout qui n'ont pas l'expérience qu'a Palantir. Maintenant, si on sort de ce cas-là, parce qu'il faut quand même repréciser, recontextualiser que quand il y a un échec de la DGSI, par exemple, c'est des vies qui sont plus là. Donc après, on va chercher des responsabilités. Et la DGSI, je pense, par responsabilité, a fait le choix de prendre une solution qui n'est pas souveraine, certes, mais au profit de protéger des vies. Et là, c'est la balance entre c'est un choix politique que la limite. Exactement. On est plus dans une question politique. Est-ce qu'on est prêt à assumer des drames pour qu'une entreprise française performe un peu mieux, ou est-ce qu'on est prêt à avoir quelques dépendances, parce que c'est ça la souveraineté, c'est la gestion de ces dépendances, et de comprendre que, ok, là-dessus, je vais peut-être être dépendant de tel pays, mais sur ces sujets-là, je vais être souverain. Alors, il y a quand même des entreprises qui sortent un petit peu du lot, qui arrivent à trouver un écho dans cette question de la souveraineté. On pense à Waller. Pareil, en préparant cette émission, moi je me rends compte que c'est un peu une alternative aux suites Microsoft que vous avez évoquées. On a des acteurs plutôt associatifs, Souveraine Tech, qui organise son colloque annuel à Saint-Malo.
Est-ce que cette thématique de la souveraineté numérique, elle progresse dans le débat public aujourd'hui? Complètement, complètement. Vous pouvez ne serait-ce que regarder au niveau du ministère. Aujourd'hui, il me semble que le ministère s'appelle le ministère du numérique et de la souveraineté numérique ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui progresse beaucoup. On a Waller en société privée, on peut avoir Souverainetech comme acteur associatif ou comme page d'actualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un environnement qui est composé de beaucoup de pionniers, des pionniers qui sont isolés, très en silo, c'est-à-dire que vous allez avoir les acteurs de la souveraineté numérique d'un côté, les acteurs de la souveraineté alimentaire de l'autre, les acteurs de la souveraineté industrielle, et on peut continuer la liste comme ça pendant très longtemps. Tout le monde se bat, pas forcément à armes égales. Avec des fois des ministres ou des politiques qui sont plus à l'écoute. Par exemple, en ce moment, il y a une crise autour des agriculteurs. Évidemment que le sujet de la souveraineté alimentaire est dans tous les débats. En ce qui concerne la souveraineté sanitaire, ce qu'on a pu voir pendant le Covid, le fait d'être dépendant de principes actifs étrangers, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est plus tellement un sujet d'actualité. On voit qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre, mais à chaque fois, c'est un débat qui correspond à un momentum politique et d'actualité. Et donc, oui, il y a des acteurs qui, aujourd'hui, font du travail et font du très bon travail, mais ces acteurs-là sont encore malheureusement un peu trop isolés. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs de TV Liberté, le sujet de l'incendie d'OVH est un exemple paroxystique de ces enjeux de souveraineté. Mais d'autres thèmes sont connexes, comme bien sûr l'intelligence artificielle française. Le député Philippe Latombe nous en parle. Où est-ce qu'on en est de l'IA française? On a alors l'IA française. On a les meilleurs techniciens du monde et donc on a vraiment des très bons ingénieurs qu'on s'arrache et qu'il faut qu'on essaie de garder au maximum chez nous. On a aujourd'hui quelques entreprises qui fonctionnent bien autour de l'IA, forcément des gens connus comme Mistral, mais aussi des petites boîtes dans les territoires qui font de l'IA, ce qu'on appelle de l'IA frugale, de l'IA on edge, donc des petits modèles qui sont très efficaces pour des sujets de niche. On a vraiment un écosystème, il nous manque la puissance de calcul. Et donc le vrai problème, c'est l'approvisionnement en puces. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul énorme fournisseur, c'est NVIDIA sur le sujet. On a ASML qui est un fabricant de machines qui fabrique des puces qu'on a gardé en Europe et qu'on a stabilisé aussi en stabilisant Mistral puisqu'ils sont rentrés au capital de Mistral. Il faut qu'on protège cette filière-là et il faut qu'on développe la filière de fonderie de puces. C'est ce qu'on essaie de faire du côté de Grenoble avec ST Micro, avec d'autres entreprises comme Cyperl, qui sont des entreprises avec beaucoup d'avenir. Et on commence à intégrer le fait que Cyperl pourrait produire des puces qu'on pourrait mettre dans des supercalculateurs dans les années qui viennent. Donc il y a une volonté vraiment de développer cette filière. Une fois qu'on aura ça, on aura vraiment les briques nécessaires pour être autonome en matière d'IA et en capacité de suivre ce qui se passe, notamment par les Américains et les Chinois, mais avec une consommation de dollars en milliards de dollars par les Américains, qui fait que la course, si on n'est pas techniquement très bon et très efficace, on va la perdre. Parce que si c'est une question juste de moyens, on ne sera pas en capacité de rivaliser. Donc il faut absolument qu'on puisse développer nos propres filières de calcul. Dans ce contre-enquête, nous avons étudié des pistes pour expliquer l'affaire de l'incendie d'OVH. Mais au-delà du phénomène en lui-même, nous avons posé les enjeux de souveraineté numérique. Dans un cadre concurrentiel, avec les acteurs chinois ou américains comme Microsoft, il faut se réapproprier les clés de compréhension de ce que l'on nomme l'intelligence économique. C'est ce que nous avons tenté de faire dans ce contre-enquête. Mais la question demeure. Aujourd'hui, qui est le vrai garant des secrets de notre vie numérique? Le secteur privé? L'État? Ou personne? L'incendie d'OVH Cloud n'est pas simplement un fait divers. Alors, qui a mis le feu à notre souveraineté? À bientôt pour un prochain contre-enquête.